Aujourd'hui, au micro de Bâtir pour soi, nous recevons une ancienne athlète de haut niveau en athlétisme, Héloïse Terek, reconvertie en coach mental spécialisée dans les sports d'endurance. Héloïse, c'est plus de 15 sélections en équipe de France et plusieurs titres de championne de France. Dans cet épisode, elle va nous livrer les clés d'un mental solide, capable de durer, d'encaisser, de performer, mais sans s'épuiser. Très bonne écoute. Héloïse, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast de Bâtir pour soi. Merci à toi. Alors Héloïse, tu as été athlète de haut niveau en marche athlétique avant de devenir coach mental, plutôt spécialisé pour les athlètes et athlètes d'endurance. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours? Parce que forcément, c'est pas anodin d'être athlète de haut niveau, puis après de basculer, on va dire de l'autre côté, un petit peu en personne de l'ombre, en étant coach mental. Comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu, même les origines de la marche athlétique, de ta carrière dans le haut niveau. OK. Du coup, déjà pour me présenter, moi c'est Héloïse, j'ai 26 ans et effectivement, avant d'être préparatrice et coach mental, j'ai été, athlète de haut niveau, avec toi en marche athlétique. J'ai commencé l'athlé, un petit peu comme tous les jeunes, je pense, en faisant un petit peu de toutes les disciplines et je me suis dirigée tranquillement vers la marche athlétique avec vraiment cette envie de faire du haut niveau. J'avais ce côté, athlète de haut niveau qui me faisait rêver, le quotidien, les compétitions et cetera. Donc, quand, le pôle, au Crêpes de Nancy, m'a ouvert, «ses portes» entre guillemets, enfin j'ai été sélectionnée, j'ai, saisi cette chance. Hem et donc, j'ai fait pendant, 10 ans du haut niveau, donc dans cette discipline avec, 16 sélections en équipe de France, des grands championnats, des titres nationaux, des records de France et cetera. Et en mars 2023, j'ai fait une dépression. Et du coup, ça m'a fait poser la question aussi de la santé mentale dans le monde du sport. En parallèle, j'avais quand même commencé aussi mon diplôme en tant que préparatrice mentale, donc j'avais déjà cette réflexion, en tête depuis quelque temps. Et du coup, je me suis lancée en tant que préparatrice mentale, donc comme tu disais, plus sur le côté, sport, athlète et cetera, en septembre 2023, donc juste après mon diplôme. Et ça fait bientôt maintenant, 2 ans que j'exerce, ce métier et où j'ai accompagné plus d'une quarantaine d'athlètes, sur ce côté, santé mentale et aussi, préparation mentale, de manière globale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette étape qui a l'air quand même assez cruciale dans ton parcours? Tu nous parles, de ta dépression en 2023 et qui a un petit peu fait, la jonction entre, OK, je passe de d'athlète à maintenant, coach. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois ça plutôt comme une bénédiction? Évidemment, à l'époque, j'imagine que ça n'a pas du tout été le cas, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'en es sortie de cette épreuve? Bah, effectivement, aujourd'hui, c'est passé et cetera et comme tu dis, cette étape, à ce moment-là, n'a pas été facile à digérer ou autre parce qu'au-delà de la dépression, il y avait aussi cet aspect où j'arrête le sport et alors que c'était quand même une identité que j'avais depuis, 10 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y avait un peu ce double enjeu à ce moment-là. Mais finalement, aujourd'hui, cette dépression et cette étape dans ma vie, hem, on peut dire que c'est un peu comme une crise et en fait, après chaque crise, qu'on peut traverser dans notre vie, il y a ce truc où on change, où on évolue, où ça change aussi une facette de notre personnalité ou de nos projets ou autres et donc c'est vraiment ce que cette, période m'a permis parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus, au-delà du métier que j'exerce ou autre, je me sens beaucoup mieux en fait par rapport, je parlais d'identité tout à l'heure, donc je me sens beaucoup mieux par rapport à ça. Hem, voilà, j'ai Est-ce tout que dit. tu dirais est-ce que tu dirais que tu as aussi guéri des choses? Est-ce que finalement ça c'est aussi une thérapie pour toi, le fait d'avoir fait ce diplôme de coach mental et aujourd'hui d'accompagner des athlètes? Est-ce que, c'est aussi ça a été en tout cas une continuité dans ton parcours d'athlète quelque part? Oui, complètement. Parce que du coup, le fait d'être passé de l'autre côté de la barrière, j'aime bien cette expression parce qu'il y a vraiment ce truc en athlétisme où il y a la piste, il y a une petite barrière et il y a les gens qui regardent autour, le staff, etc. Donc j'aime beaucoup cette expression et cette image. Et le fait d'être passé de cet autre côté, ça permet aussi de, comme tu dis, de guérir un petit peu l'athlète que j'ai pas pu être. En tout cas, j'ai pas pu aller au bout de mon objectif, de mes projets sportifs que j'envisageais. Et donc d'être passé de l'autre côté, ça permet du coup de le guérir et de se dire que, c'est pas un échec de pas avoir, pu aller jusqu'au bout et qu'au contraire, si ça devait se passer comme ça, c'est que, pas comme une destinée ou autre, mais que ça devait se passer autrement finalement, mon accès, au haut niveau, aux grandes compétitions et cetera et que ça doit se passer, plus comme tu disais tout à l'heure, dans les personnes de l'ombre qui viennent accompagner les athlètes. Hem
À chaque fois, j'oublie les deuxièmes parties de questions et du coup, C'est pas grave, c'était très long. Qu'est-ce que je t'avais dit à la fin? Je sais même plus. Mais oui, c'était en souvent quand on passe comme ça heu, d'une période de vie où, dans ton cas, tu étais athlète, après tu es partie, certes, toujours dans le milieu sportif, mais tu étais quand même, aujourd'hui avec une casquette un peu plus de coach. Tu as vécu cette dépression très forte et qui a fait ce pont et qui a fait que ta carrière s'est arrêtée, mais parce que tu as aussi fait ce choix-là et je disais, c'était une sorte aussi de thérapie pour toi et de guérison que tu as terminé en fait, à travers ton diplôme et à travers tes coachés. c'est ça, exactement et comme tu dis, vraiment une thérapie et ça m'a permis aussi donc à la fois le diplôme, mais aussi l'accompagnement que je peux avoir, avec eux, l'apport aussi et leur faire prendre conscience de pas mal de choses. Ça me permet de voir, bah, moi, tout ce qui fonctionnait pas aussi en tant qu'athlète, les connaissances et les compétences que j'ai pu développer, bah, comme je viens de dire, à travers ce diplôme et cet accompagnement, enfin celui que je fais. Ça m'a permis de voir que, bah, on parlait d'identité tout à l'heure, que mon identité, bah, en fait, ça n'allait pas trop, j'avais pas confiance en moi, je me rabaissais beaucoup, et en fait, j'arrivais pas à me mettre moi-même dans un état d'esprit pour être forte en compétition, pour être, pour casser un peu mes records, casser un peu aussi, pas les codes, mais, enfin vraiment parfait en compète mais je regrette pas dans le sens où je me dis pas, «Mince, bah, maintenant que j'ai ces connaissances-là, j'y retourne et je refais la même chose et avec un autre état d'esprit, non, parce que comme on disait, en fait, ça a été un peu une thérapie, ça m'a permis d'avancer, cette période de crise et du coup, cette évolution, ça m'a permis d'avancer. Hem, mais c'est sûr que ça m'a permis aussi de connaître plein d'autres choses qui ont vraiment terminé cet aspect, thérapie et guérison, par rapport à la dépression. Et aujourd'hui, ta force dans ton métier de coach, c'est que tu as une expertise et une connaissance du terrain qui est réelle, puisqu'en fait, la plupart, des j'imagine que tes athlètes que tu as, dans la préparation mentale, tout ce qu'ils peuvent te dire, tu as dû le vivre et sans doute peut-être d'un point de vue même, 10 fois plus intense parce que toi, tu étais vraiment dans une sphère de quand même de très haut niveau et je pense que c'est ça aussi ta force aujourd'hui et moi, je crois beaucoup à on a tous, je pense, une quête dans la vie, une sorte un peu de mission de vie et comme tu dis, en fait, tout a toujours un sens et je pense que c'est ça la résilience, c'est se dire que même dans les épreuves qui sont dures, peut-être pas tout de suite quand ça arrive, mais réussir malgré tout à trouver le positif et trouver un sens à ça et aujourd'hui, je trouve que tu l'as parfaitement trouvé ce sens parce que ces expériences-là, ces 10 années, elles sont mises à profit, en fait, des autres. Tu accompagnes, tu aides avec, quelque chose qui est unique finalement. C'est ça, complètement. Bah, puis ça apporte aussi cette légitimité, déjà de moi que je me sente légitime à pouvoir accompagner des sportifs avec, de plus en plus un meilleur niveau. Et pour eux, de leur point de vue, ça me donne aussi cette légitimité et c'est ce qu'ils apprécient aussi dans l'accompagnement qu'ils viennent rechercher auprès d'un préparateur mental et donc de moi. C'est qu'effectivement, je comprends à la fois leur jargon, ça peut être un peu bête, mais d'expliquer, à une nouvelle personne, ce que c'est, des concepts qui pour eux sont hyper basiques, bah, ça prend du temps dans la séance ou autre. Là, en fait, je vais directement connaître leur jargon, ce qu'ils vivent et comprendre aussi dans le sens, empathique parce que du coup, soit je l'ai vécu, soit j'arrive à me projeter aussi sur ce qu'ils sont en train de me dire, sur ce qu'ils sont en train de vivre et cetera. Donc effectivement, ça apporte ce côté, légitimité et c'est plaisant et tu parlais de sens et je trouve que oui, pareil, ça vient compléter ce comment dire? J'y retrouve quand même toujours du sens dans le sport de haut niveau ou autre, mais juste différemment et en fait, l'accompagnement, c'est enfin, moi, j'adore ce que je fais. C'est hyper gratifiant, c'est hyper, intéressant et enrichissant aussi d'aller, parler aux athlètes avec qui je parlais pas forcément quand moi-même je l'étais et du coup, de connaître aussi, bah, leurs expériences, eux-mêmes, en fait, ils m'apportent aussi beaucoup. Voilà. Tu sais, la préparation mentale, le coaching, aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup dans le milieu sportif et souvent, j'ai envie de dire, c'est presque que les sportifs qui vont, à un moment donné, consulter et avoir dans leur staff, un préparateur, mental et à tout niveau. Mais on parle même pas de très haut niveau, mais simplement, voilà, on est dans un club, on s'investit, on fait un petit peu de compète. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je pense que les gens n'ont et dans la société, c'est pas forcément démocratisé d'avoir un accompagnement et je parle même pas d'un psychologue, je parle juste d'un coach. D'avoir une Ouais. personne externe, neutre, avec qui, bah, on peut un petit peu raconter nos problèmes, ce qu'on vit, nos angoisses et cetera et j'aimerais vraiment transmettre ce message-là à travers, ce podcast aujourd'hui parce que certes, tu as principalement, mais pas que, mais tu as quand même principalement, bah, des athlètes. Mais finalement,
quand tu réfléchis, quand on vient consulter en tant que sportif un coach mental ou un psy, en fait, le sport, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui, on va avoir des difficultés, on va avoir des peurs. Mais en fait, ces peurs et ces croyances limitantes qu'on a dans le sport, il faut être quand tu réfléchis, en fait, elles vont, leurs racines, ça va se diffuser un peu partout dans tous les aspects de notre vie. Complètement. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant qu'on développe, ce point-là. C'est que quand tu as peur, je sais pas, tu as peur de l'échec, je prends quelque chose d'assez basique. Ou tu as peur justement d'aller chercher ton plein potentiel parce que tu as des croyances sous-jacentes, si j'atteins mon plein potentiel, mes parents vont des fois c'est des trucs à la con, hein, mais on va moins m'aimer, donc je reste dans ma zone de confort et cetera. Ouais. Et en fait, ça vient, je pense sincèrement, te limiter, pas que dans le sport. Ah bah, complètement. Dans tous les projets que tu vas faire, bah, souvent, en fait, on vient comparer le sport avec, un sportif de haut niveau avec un dirigeant d'entreprise ou un cadre ou autre, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il y a à peu près un peu les mêmes challenges, tu retrouves ce même projet, enfin, ce même concept d'objectif, de projet, d'étapes pour y arriver et forcément, à un moment, quand ta personne ou ton identité, elle vient te limiter, dans le sport, bah, elle va aussi te limiter dans tes projets sportifs, dans tes projets professionnels, ou même dans ta vie de tous les jours, comme tu dis. Il y a plein d'entraîneurs qui, disent à leurs athlètes et du coup, ça ressort pendant les séances de, cloisonner. Mais en fait, c'est pas possible de cloisonner, tes problèmes dans ta Ça, vie, sportive ou dans tout à ta fait. vie professionnelle ou autre. C'est pas possible parce qu'on est une seule et même personne. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir, «plusieurs identités» entre guillemets, mais donc c'est pour ça que dans les accompagnements aussi que je fais, il y a ce côté où on va d'abord travailler aussi sur la personne qu'elle est, avant de travailler sur l'athlète ou autre et donc sur ce concept de confiance, d'image, d'identité et je te rejoins aussi en tout point sur, la prépa mentale et même le coaching en général. Il y a pas enfin, c'est pas réservé qu'aux sportifs et encore moins à l'élite non plus. Avant d'accompagner, des sportifs, j'ai aussi accompagné, des personnes où le but c'était de travailler justement sur leur côté, professionnel donc j'avais quelqu'un en reconversion professionnelle, quelqu'un qui revenait d'un burn-out, quelqu'un qui était, salarié et voilà, le but c'était aussi de retrouver, du sens, de la motivation et cetera donc ça montre aussi que, la prépa mentale, enfin que tout le monde, peu importe son «domaine de prédilection» entre guillemets, peut avoir recours à ce type d'accompagnement parce que, bah, on peut toujours chercher à évoluer, à être le mieux de soi, être à 100 de nous-mêmes et cetera donc peu importe si on fait du sport ou pas. Depuis le début, tu parles vraiment de ce côté justement identitaire et c'est un point qui est, extrêmement important. Oui, Autant qu'on soit sportif de haut niveau ou dirigeant ou un poste qui nous demande beaucoup, beaucoup d'énergie, oui, le risque, c'est en fait que toute son identité soit décrite et repose sur «je suis sportif» ou «je suis manager dans un grand groupe» et c'est un vrai piège parce que en fait, on en oublie réellement, bah, qui on est. On est complètement, heu, décrit que par une fonction et non pas par réellement qui on est à l'intérieur et ça, souvent et bah, ça peut amener justement à des burn-out et je oui. voudrais vraiment que tu entendes sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est extrêmement important de prendre conscience que nous ne sommes pas nos performances. Clairement. Bah, déjà, je commencerai par dire et c'est pareil, c'est des choses que je dis aussi, plutôt dans les débuts d'accompagnement quand on bosse justement cette partie identité. Toutes nos performances, donc tout ce qu'on va produire, faire et cetera, ça va être conditionné par l'identité qu'on a de nous-mêmes. Si par exemple ton identité c'est, je suis, nulle ou j'arrive jamais à respecter les deadlines, ou j'ai pas de vitesse, si on reprend le côté sportif, bah, en fait, toutes tes performances, tous tes résultats, ils vont être conditionnés avec, ce que tu vas te dire de toi-même, donc ça passe par ton discours, ça passe par tes croyances que tu as évoquées tout à l'heure. Donc forcément, le but, c'est d'abord d'agir sur, l'identité, la personne en elle-même parce que, derrière les résultats, ils pourront être que changés, enfin, ils pourront que évoluer en fonction de ça. Et ce principe d'identité, d'image, il vient aussi toucher à la confiance en soi et c'est pareil, c'est quelque chose de très important, hem et qu'il est important, ouais, pareil, de développer et de venir travailler avant de travailler sur tout le reste qui est, je sais pas moi, la gestion du stress, on parlait des deadlines tout à l'heure, voilà, gérer, tout un projet, toute une phase d'objectif ou autre. Donc tu sais, on parle souvent justement de cet équilibre vie pro, vie perso, mais ça reste un peu flou. C'est oui, c'est à la mode, c'est des mots qu'on entend beaucoup, mais moi j'ai cette hypothèse-là, cette conviction que quelque part, en fait, l'équilibre vie pro et vie perso, il ne peut exister et il faut bien comprendre, bon, il y a une racine qui est justement, développer son identité.
une identité qui est vraiment distincte. OK, à la maison, je ne suis pas, le manager ou la personne à responsabilité ou le triathlète, du dimanche. Non, à la maison, voilà, je suis, un papa aimant, ou je suis un mari, je suis une femme, ou juste je suis moi-même, je suis toute seule et je me sens bien. J'ai presque mon identité qui est sacrée, en fait, et je vais pas montrer, je pense que c'est important, vraiment, son jardin secret, tu vois? Oui. Et c'est cette identité-là qui est importante de développer, mais quand, en fait, tu te décris que par exemple: «Je suis sportif» ou «Je suis le manager», quand tu rentres chez toi, bah, il peut pas y avoir d'équilibre parce que tu rentres décrivant encore, en te voyant encore, en étant encore là, dans la posture, soit du sportif, soit du manager, par exemple. Exactement et mais c'est bah, voilà, je peux pas ajouter plus dans le sens où c'est exactement ça. Le but, c'est d'avoir, quand même, on reste sur l'identité comme on parle depuis le début, d'en avoir plusieurs parce que, bah, comme tu dis, il y a l'identité qu'on peut avoir au travail qui ne va pas en plus être la même que celle qu'on a à la maison avec sa famille ou avec ses amis, qui ne va encore pas être la même, de quand on est tout seul où tu parlais de jardin secret et cetera et cetera. Donc le but, c'est aussi de venir, nourrir un peu chaque identité qu'on peut avoir de nous-mêmes. Le but, c'est pas de devenir, schizo ou je sais pas quoi, mais c'est simplement de se dire que, je ne me définis pas que par l'activité que je fais ou par le métier que je fais. Parce qu'effectivement, derrière, ça amène vite à, bah, des burn-out qui est en gros un épuisement, professionnel, hem et que, en plus, sans la partie, si un jour, d'un coup, la partie travail ou la partie sport ou autre s'arrête, bah, on continue de rester une personne à part entière et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette notion de plusieurs identités qui rejoignent du coup, comme tu disais, l'équilibre vie pro, vie perso et bon après on peut ajouter tout le nombre de vies qu'on veut. Et donc de venir nourrir chaque pilier un petit peu de cette vie, donc de nourrir le pilier travail parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être, important pour, certaines personnes. À côté de nourrir le pilier, plutôt, familial, social et cetera et le plus important aussi, c'est d'avoir le pilier, vraiment personnel où tu disais, avoir son jardin secret, donc savoir, pouvoir garder du temps qui vient nourrir ce pilier-là. C'est pas forcément tout le temps du temps pour soi, c'est vraiment trouver une activité ou même de rien faire, mais qui nous correspond à nous et qui nous permet de nourrir cette identité-là et qui permet de, du coup, créer cet équilibre, pro, perso, familial, social et cetera. Et quand quelqu'un, par exemple, vient, pour la première fois, il fait un appel avec toi, cette personne-là, et elle te dit, «Bah, voilà, j'ai l'impression de tout le temps vivre un peu la même chose. J'ai des schémas répétitifs un peu qui apparaissent, même amoureusement, même au travail, toujours des mêmes situations. J'ai l'impression d'être bloquée, et j'ai l'impression que j'ai ma part de responsabilité, mais je comprends pas comment, en sortir». Voilà. Ou ça, mais transposé dans le sport, peu importe. C'est quoi un petit peu les étapes, le diagnostic que tu mets en place pour, en tout cas le plan d'action que tu offres, à une personne qui viendrait comme ça? Bah, déjà, dans un premier temps, je commence toujours par un appel où, moi, mon but, c'est pas de lui dire quoi faire. Enfin, déjà, mon but, c'est jamais de dire quoi faire à la personne ou autre. Mais, je pars du 1er appel où c'est neutre, dans le sens où je l'accompagne ou pas, je n'en sais rien. Mais justement, c'est d'abord de comprendre, bah, qu'est-ce qu'il vit, pourquoi il est là, maintenant, aujourd'hui et pourquoi maintenant aussi, c'est assez important. Parce que là, tu vois, tu avais cette notion de j'ai des schémas qui reviennent. Bah, qu'est-ce qui lui en a fait prendre conscience? Comment il le vit? Pourquoi il faut que ça change aujourd'hui et pas dans 6 mois? Et c'est vraiment de comprendre tout cet aspect, de pourquoi, l'origine et cetera. Et ensuite, qu'est-ce qu'il entend par, les mêmes schémas se répètent? Est-ce que c'est vraiment, dans cette situation spécifique, donc à chaque compétition ou, à chaque réunion ou à chaque projet? Est-ce qu'au contraire, c'est vraiment dans tous les domaines de sa vie? Et déjà, juste dans un premier temps, de comprendre pourquoi, comment, où, quand, qui, quoi, voilà. Et ensuite d'aller sur, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, dans le plan d'action. Évidemment, ça va dépendre de la personne ou autre. Mais premièrement, cette question de confiance, je vais l'orienter plutôt sur, la confiance que la personne peut avoir, envers elle-même, et du coup qui rejoignent ces questions d'image et d'identité dont on parle, depuis, le début, pour vraiment aussi reconstruire la personne en elle-même. Après, s'il y a des schémas, très spécifiques, plutôt ancrés ou autres, là, on va pouvoir commencer à travailler dessus via les exercices de visualisation de PNL. Donc PNL, c'est programmation neuro-linguistique et le but, c'est de reprogrammer, sans être un ordinateur ou coder ou autre, mais plus reprogrammer, ce souvenir-là ou ce schéma-là qui s'est bien ancré avec un autre schéma ou de le modifier pour faire comprendre au cerveau qu'il y a pas que ce schéma qui existe, qu'il peut y en avoir plein d'autres et donc de débloquer un petit peu
cette boucle sans fin qui se répète auprès de la personne. Donc il y a plein de choses, qu'on va pouvoir, mettre en place, mais ce sont les 2 choses qui me viennent à l'esprit. C'est les 2 choses aussi que je travaille beaucoup avec les athlètes que j'accompagne et qui marchent plutôt bien du coup. Vraiment cette notion de reprogrammer, de visualisation et cetera, ça plaît beaucoup parce que c'est très concret. Contrairement à un travail d'identité ou autre où des fois ça peut être très vague, ça ouvre beaucoup de réflexions, mais en fait il y a pas de fin à ce travail-là. Et du coup de ramener un peu de concret avec visualisation, outils PNL et cetera, ça plaît généralement et ça permet de se projeter, ça permet de voir aussi les choses. Donc voilà ce que je proposerais un petit peu dans le plan d'action, de manière, très vague. Et puis, tu sais, il y a quelque chose qui nous touche, vraiment tous, dans la vie parce que c'est, je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je crois que c'est ça la phrase. Mais quand on dit: «Il y a de l'espoir», en fait, c'est parce on est habité, on est animé par, des objectifs et même des rêves. Ouais, Alors, même s'il y a une subtilité entre un objectif et un rêve, mais ouais. globalement, on a tous des envies et ces objectifs-là, bah, peu importe qu'ils soient sportifs ou autres, vraiment, ça peut être même un objectif de faire un voyage, de peu importe. Mmh. Dans n'importe quel objectif, aussi futile soit-il, on s'en rend peut-être pas compte, mais il y a tout un processus pour arriver à la finalité de l'objectif. Ouais. Et je sais que toi, c'est quelque chose que tu parles beaucoup, 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 notamment sous des objectifs assez ambitieux, notamment sportifs ou même professionnels. Et là encore, il y a vraiment plein de méthodologies qui existent qu'on peut voir passer. Mais j'aimerais que toi, voilà, tu puisses nous expliquer, toute cette partie-là sur, savoir se fixer des objectifs. OK. Bah, déjà, comme tu l'as dit, il y a une subtilité entre rêve et objectif et souvent quand je pose la question aux personnes que j'accompagne, il y a un peu les 2 comment dire? Rêve, objectif se mélangent un peu parce qu'ils mettent à peu près les mêmes choses dedans. Du coup, le but, c'est déjà d'opérer une première définition. Qu'est-ce que lui, il entend par un objectif? Qu'est-ce qu'il entend par un rêve? Et donc déjà d'opérer cette première différence. Le rêve, pour moi, c'est quelque chose où mais encore une fois, c'est ma définition qui est personnelle. Peut-être qu'elle va pas du tout correspondre ou parler aux personnes, qui écoutent, mais moi, c'est quelque chose que tu peux toucher du doigt, c'est-à-dire que tu peux vraiment t'en rapprocher, mais voilà, c'est quelque chose qui reste quand même assez lointain et qui te permet de tu parlais d'espoir tout à l'heure, qui permet de garder l'espoir, un peu comme une carotte qu'on va toucher un jour, mais pas sûr. Là où l'objectif, pour moi, c'est quelque chose de très concret. Donc tu peux avoir des objectifs à court, moyen et long terme, ça n'empêche pas, du tout ce côté-là. Mais du coup, pour moi, c'est beaucoup plus précis et c'est daté. Et pour moi, le côté daté, avoir une deadline, comme on disait tout à l'heure, c'est hyper important parce que un objectif qui traîne, qui traîne, qui traîne, bah, en fait, on l'atteint jamais, on le fait jamais et du coup, soit on n'en retire pas la satisfaction, soit au contraire, on vient, un peu s'auto-flageller en mode, «Oh là là, j'ai toujours pas atteint cet objectif, je suis nul» et voilà. Et là, on repart sur la question de l'identité et du discours interne qu'on peut avoir. Hem, mais en tout cas, pour fixer un objectif, bah, court, moyen, long terme, ensuite qui soit vraiment très précis. Pareil, les objectifs j'en ai beaucoup d'athlètes, hein, bah, je veux faire le meilleur de moi-même ou je veux battre mon record. Oui, OK, très bien, mais ça, c'est juste une première étape. Qu'est-ce que tu as envie d'aller atteindre? Au fond de toi, qu'est-ce que tu te vois accomplir aussi? Est-ce que ça va être chiffré? Comme on disait, ça va être daté. Donc c'est vraiment de le préciser le plus possible avec une phrase, simple, tournée à la positive aussi, très important. Les objectifs «Je ne veux plus être comme ça». C'est pas vraiment un objectif parce que tu veux plus être comme ça, mais du coup, qu'est-ce que tu veux être? Pareil pour le cerveau, juste de dire: «Je ne veux plus être comme ça», bah, c'est très flou et ça te donne pas une direction dans laquelle aller. Donc j'ai dit précis, daté, avec une phrase tournée à la positive. Ça va être aussi avec, l'objectif doit être mesurable. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est atteint, qu'est-ce qui te montrera que tu l'as atteint? Et hem et voilà et atteignable aussi. Encore une fois, cette notion de rêve et objectif. Qu'est-ce qui fait qu'il est atteignable dans la plage, de temps que tu t'es donné et qu'est-ce qui fait que finalement ça le dépasse et dans ce cas, c'est encore dans la catégorie rêve. Mais globalement ça parle plus au monde du travail, la méthode SMART, je l'aime bien parce qu'elle permet de fixer des objectifs de manière assez, rapide. Pas besoin de rentrer non plus, comment dire? De rendre trop compliqué la mise en place d'un objectif, alors que la méthode SMART, elle est plutôt, intéressante et smart. Pour nos auditeurs, rappelle-nous l'acronyme de SMART. Oui, bien sûr, donc la méthode SMART, c'est, donc le S, c'est spécifique, c'est ce que je disais avec le côté précis, dire une phrase, assez simple mais, tournée à la positive et assez précise. Le M, c'est mesurable, à quoi on voit qu'on a atteint son objectif. Atteignable, comme je disais, la notion de, ce qui différencie le rêve de l'objectif.
Le R, ça va être réaliste. Le but, c'est d'être, honnête avec soi-même et de se dire que, peut-être que, d'être, champion olympique pour quelqu'un qui démarre, le marathon, c'est peut-être pas pour l'instant réaliste. Je dis pas que ce le sera jamais. Et ensuite temporel, avec cette notion de deadline, qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Est-ce que tu vois des fois des gens qui, au lieu de se fixer, on va dire, des objectifs de façon plutôt, saine, ils vont vite tomber dans, l'obsession, et la quête de résultats, mais sous forme d'obligation? Ouais, bah, ça du coup, ça m'est oui, j'en vois beaucoup. Mais, quasiment tous les sportifs, tombent un petit peu dans ce piège-là, hem, qui peut être intéressant. Bah, le problème de ça en plus, c'est qu'on s du coup, on se met une pression de fou. Parce qu'il y a le stress du résultat qui commence à arriver. Le résultat, pour l'instant, on n'a pas tellement le contrôle dessus, vu que c'est quelque chose qui arrive dans le futur, qui dépend aussi, au-delà de nous-mêmes. Ça peut dépendre, d'un environnement, ça peut dépendre, je reprends la course à pied, bah, de la météo, enfin voilà, il y a plein de choses quand même qui rentrent dans la performance. Du coup, pour aider ces personnes qui tombent un petit peu trop souvent dans ce piège-là, c'est justement d'avoir cet objectif de résultat, toujours, parce que c'est quelque chose qui va nous porter et qui est important. À un moment, quand il y a de la performance, il y a forcément un résultat à aller chercher, mais c'est de venir l'équilibrer avec plus un objectif, de maîtrise. Qu'est-ce que j'ai envie de maîtriser sur, cet objectif que je veux atteindre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de le vivre? Et donc c'est de venir équilibrer un peu cette notion de résultat avec cette notion de soi, de maîtrise, et tout ça, ça permet de faire baisser cette pression du coup. Puis alors, je suis obligée de t'amener sur ce sujet-là parce que je pense que de nombreuses personnes vont se reconnaître et c'est quelque chose qui touche autant, j'ai envie de dire, des enfants que des adultes, que des sportifs et à tout âge, c'est la comparaison aux autres. Et ça, j'ai envie de dire, je pense que c'est un peu utopique peut-être qu'on arrête complètement puisqu'on est Oui. humain, donc on ne pourra jamais arrêter de se comparer. Mais il y en a qui malheureusement en souffrent vraiment par contre de cette comparaison-là et c'est vraiment une thématique récurrente chez eux. Comment toi tu aides les gens qui ont vraiment ce problème-là de la comparaison au point même de se dévaloriser? Bah, déjà comme tu dis, c'est impossible d'enlever, enfin l'être humain est fait comme ça et on est fait aussi pour vivre en groupe. Donc forcément, on sera toujours confronté à l'autre, et on aura toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Déjà, c'est tout simplement de se rappeler que, bah, non, pas spécialement. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ce que veulent nous montrer, nous dire, les gens, c'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément leur ressenti non plus. Donc c'est déjà d'avoir conscience de ça, dans un premier temps, sans forcément y croire ou autre, mais c'est d'en avoir conscience. Et ensuite, je vais paraître répétitive, hein, mais c'est vraiment de venir travailler sur sa confiance en soi, de venir travailler sur, sa propre image de soi. Parce que si on vient à se comparer aux autres, c'est qu'on a une image de soi-même qui n'est pas encore, comment dire? Qui nous convient pas encore assez. Parce que si on se projette sur l'autre ou autre, c'est qu'il y a quelque chose que nous, on n'a pas. Quelque chose qu'on va, détester ou envier chez l'autre, bah, ça vient nous renvoyer à quelque chose que nous, on n'a pas ou qu'on n'est pas. Donc c'est du coup de faire un travail d'abord, de faire un travail sur ça. De se dire, bah, qui j'ai envie d'être, qui je suis, au-delà de ça. Qu'est-ce que j'ai déjà moi, accompli? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que, j'ai déjà tout court? Vraiment le verbe avoir. Hem et ensuite, quand on se surprend un peu à se comparer ou autre, c'est de retrouver un point de focus et un point d'attention qui ne dépend que de nous. Donc de se recentrer de nouveau sur soi, heu, soit par vraiment des choses un peu, concrètes et très, très simples, hein. Par exemple, je me surprends à me comparer avec ma collègue, parce qu'elle a un super truc. Bah, c'est tout. Je me recentre sur moi et pour m'aider, bah, je respire. Enfin, je me concentre sur ma respiration. Du coup, ça fait nous concentrer sur quelque chose qu'on maîtrise, qui vient de nous-mêmes. Ou alors de manière un peu plus vague, d'aller se concentrer sur, oui, elle a ça, mais bah, moi, j'ai ça et je suis comme ça et point barre. Et en fait, c'est de remettre son focus sur soi-même plutôt que sur les autres et de se disperser, en fait. Parce que c'est pareil, c'est ça aussi qui fait augmenter cette pression, ce stress et c'est ça qui fait qu'on se dévalorise aussi, de plus en plus. Oui, de toute façon, on est vraiment des effets miroirs pour, les uns et les autres en Oui, permanence, tout le temps. Et en anglais, on dit, ça déclenche des triggers. C'est oui, vraiment, voilà, et c'est des déclencheurs des fois où on a des réactions, bah, oui, de jalousie, on se sent bouillonner, où ça vient vraiment nous créer une espèce d'émotion un peu bizarre quand quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose. Et souvent, c'est aussi intéressant d'aller creuser parce que ça en dit long. Souvent, c'est des choses un peu enfouies qui viennent, remonter à la surface. Mais
des fois, c'est s'observer. En méditation, on dit souvent, on observe ses pensées, mais Oui. dans la pleine conscience, heu, on le fait en fait, la pleine conscience, c'est une forme de méditation où on n'est pas forcément on n'a pas les yeux fermés, on n'est pas dans son lit ou assis, mais on est dans son quotidien et on vient s'auto-analyser, j'ai envie de dire Ouais. et parfois, dans ces effets miroirs-là, dans du quotidien, c'est intéressant de se dire: «Ouh là, pourquoi j'ai eu besoin de médire cette personne? Pourquoi j'ai ressenti de la jalousie? Pourquoi?» Et en fait, souvent le problème, c'est quelque chose avec nous-mêmes, pas avec l'autre. Exactement mais c'est exactement ça et en gros, ce qu'on va aller détester chez certaines personnes, comme tu dis, médire, telle ou telle personne qu'on a croisée aujourd'hui, bah, elle a un trait de caractère ou un trait de personnalité que nous, on n'a pas, mais qu'on a envie pour atteindre notre propre projet, notre propre objectif et cetera. Mais déjà, rien que de prendre conscience de ça, ça te fait faire un pas de recul ou j'allais dire un pas en avant parce que, bah, comme tu dis, ça te permet de plus prendre conscience de toi-même, de tes pensées, du coup, de ce que tu as envie d'être et cetera et la deuxième étape, c'est vraiment, du coup, de s'autoriser à être comme ça, en fait. Ce qu'on a médit chez cette personne, bah, peut-être que nous, on peut s'autoriser à l'être pour atteindre tel projet. Ça ne veut pas dire qu'on va être comme ça toute notre vie et là, on revient encore sur cette question d'identité. L'identité, elle est amenée à évoluer, elle est pas fixe pour toute notre vie et du coup, c'est aussi de s'autoriser à avoir, plusieurs, comment dire? Ouais, plusieurs identités, plusieurs visions Plusieurs de facettes. soi-même. Ouais, c'est ça, plusieurs facettes. Alors encore une fois, sans rentrer dans le côté, comment on appelle ça? Maladie mentale ou autre, mais de s'autoriser des fois à être un peu plus égoïste, même si, on a cette vision de l'égoïsme comme, étant négative. Pourquoi en fait c'est négatif aussi? Qu'est-ce qui fait Ah bah, en que fait, être égoïste, c'est pas bien? être égoïste, c'est surtout poser ses limites et beaucoup de gens ne savent pas le faire. Ils se font Exactement, marcher dessus, parce qu'il y a la peur du rejet, parce qu'il y a la peur de ne pas répondre à une pression sociale et donc on préfère finalement trahir nos propres besoins, nos propres valeurs et nos barrières et nos limites c'est ça. pour, finalement faire plaisir et en fait, on se tue à petit feu quelque part avec ces comportements-là. Complètement et on va dire de quelqu'un d'égoïste parce que justement cette personne arrive à poser ses limites et à dire non et à penser à elle et à ses besoins et du coup on va, détester ce truc-là alors qu'en fait on aimerait aussi de temps en temps pouvoir être dans cette facette-là, pouvoir dire non, pouvoir dire stop et comme tu dis, pousser à l'extrême ça amène à un épuisement, bah, soit professionnel parce que ça reste dans le cadre du travail, soit, ça peut aller plus loin, après je suis pas médecin, psychologue ou autre pour pouvoir dire, ça va jusqu'à la dépression mais à partir du moment où on commence vraiment à se dévaloriser et à ne plus s'aimer et enfin voilà, ça peut amener à des choses assez, «dramatiques» entre guillemets sur le plan mental. Et puis c'est très lié aussi, il y a une parce qu'il y a une notion que je voulais aussi t'amener là-dessus, c'est, la quête de la perfection, en tout cas la quête vaine de la perfection Oui, et il y a des gens qui n'arriveront jamais à, ce sera jamais assez bien pour eux ce qu'ils font et même chez l'autre d'ailleurs, même chez l'autre. Mais c'est oui, quand c'est jamais assez bien chez l'autre, c'est parce qu'ils n'arrivent pas non plus à trouver quelque chose de bien chez eux. Finalement, c'est encore une fois une projection qu'ils ont et je pense que c'est vraiment une espèce de spirale, en fait. Encore une fois, c'est relié aux mêmes causes, mais il y a un manque de confiance en soi, heu et du coup, tout ce qu'on fait, c'est jamais assez bien, c'est nul, et puis il y a toujours ce truc un peu, bah, de dénigrer quoi, dénigrer l'autre. exactement et j'irai aussi plus loin en ajoutant que, souvent, cette quête de la perfection, comme tu disais, elle vient d'un message contraignant qu'on traîne depuis qu'on est petit. Parce qu'au-delà de notre personnalité, de notre, patrimoine génétique ou autre, il y a aussi toutes nos expériences, notre vie, notre éducation, qu'elle soit, familiale, à l'école, auprès de ses amis, de comment on s'est construit et cetera. Tout ça, ça vient, te donner une sorte de message un petit peu contraignant, un peu de limite, où tu vas, au fur et à mesure, tout ce que tu fais, tout ce que tu te dis de toi-même, tout ce que tu dis tout court, répond un peu à ce message et donc là, dans ce que tu dis, dans la quête de la perfection, il y a un peu ce «sois parfait» ou «fais des efforts» et du coup, toute notre vie et toutes nos actions, elles sont, limitées par ce message qu'on peut avoir. C'est ce qu'on appelle un driver. C'est issu d'un test. Je ne saurais pas du tout dire, de qui vient le test et cetera. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas moi. Voilà, je rends à César ce qui appartient à César, comme on dit. Et le but, c'est un petit peu de ce test-là et du coup de connaître un peu son driver, son message contraignant, c'est de pouvoir aussi un peu s'en libérer et de s'autoriser à, bah, ne pas être parfait justement, à ne pas tout faire parfaitement, ne pas tout faire à la minute, ne pas toujours faire plus que ce qui nous est demandé et cetera et cetera. Donc à la fois de se lâcher la grappe et de lâcher la grappe aussi aux autres personnes.
Je pense, des fois à des managers ou des personnes qui travaillent en équipe ou en groupe. Bah, d'avoir, quelqu'un qui demande toujours la perfection, qui demande toujours plus, qui passe toujours après les autres, alors que le projet, en fait, il est fini et il est très bien comme ça et c'est la somme de toutes les individualités qu'il y avait dedans, bah, ça peut être fatigant pour tout le monde et donc du coup, le but, c'est un peu de s'en libérer et de se libérer, ouais, de cette quête de la perfection parce que comme tu dis, de toute façon, c'est vain. Est-ce que tu as une anecdote vraiment assez forte dans ton parcours, sportif quand tu étais encore athlète, qui t'a vraiment, choquée, marquée? Peu importe le sujet, mais vraiment quelque chose où tu te dis: «Ah ouais, quand même, ouais, quelque chose qui a marqué ton parcours». Par rapport à cette idée de message un peu contraignant, de Pas perfection. forcément, c'est alors pas forcément la perfection, mais quelque chose en général que tu pourrais partager, que tu as vécu. Bah, déjà par rapport à tout ce qu'on a dit, jusqu'ici, forcément les dernières années du coup, enfin ouais, même la dernière saison avant l'arrêt, j'avais cette quête justement de, je suis pas assez, enfin c'est même pas une quête d'ailleurs, c'est je suis pas assez, je suis nulle, j'en fais jamais assez, c'est pas bien ce que je fais, les filles elles font mieux que moi, elles vont plus vite, elles sont plus ceci, elles sont plus cela et ça m'a amené à une dépression, hein, mais ça bouffe vraiment le tout quoi et au-delà du sport, forcément comme c'est difficile de cloisonner, bah, ça me bousillait aussi un petit peu la vie, à côté. Moi en tant que personne tout court, ça venait m'atteindre et cetera. Donc ça, c'est un petit peu l'anecdote, pas très marrante. Mais justement sur des compétitions où, au contraire, je me lâchais la grappe et je partais sans vraiment trop d'objectifs ou autre et bah, là en fait, j'étais complètement libérée et je pense du coup à, un championnat de France élite qui avait lieu à Albi et ça devait être juste après le covid et comme c'était après le covid, c'était la reprise des compètes, tout le monde était content de revenir en compète, qu'il y avait aussi pas d'enjeu derrière, parce que pas de sélection ou autre. Bah, là, en fait, j'étais complètement libérée et j'ai vécu ma meilleure course, je pense. Au-delà du résultat ou autre, c'était vraiment, j'ai adoré cette course et vraiment ce truc de, bah, je me lâche la grappe, je suis juste là pour prendre du plaisir, faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire marcher, le plus vite possible en respectant ma technique et cette compète, je pense qu'elle va me rester, en tête pendant très, très longtemps, comme, OK, j'ai quand même apprécié, faire du haut niveau et j'ai quand même apprécié, faire du sport tout court. Et du coup, ça serait quoi les 3 conseils clés que tu pourrais justement donner, à un athlète d'endurance ou à une personne, dans ce quotidien pour mieux gérer, on va dire, son mental et même sa performance, ses objectifs? Bah, 1er conseil, ça rejoint du coup ce que je viens de dire, c'est-à-dire des fois avoir aussi, des comment dire? Des échéances où on n'a pas forcément d'objectif. Moi, ce jour-là, mon objectif, en fait, j'en avais pas tellement, mis à part, comme je disais, prendre du plaisir et être un peu dans le peloton quand même. Le but, c'était pas de finir dernière de la course, bien évidemment. Et du coup, d'avoir des échéances comme ça où, on le fait pour le plaisir. On le fait parce qu'on a envie, on le fait, sans notion de résultat ou alors elle passe vraiment au second plan et de vraiment, se lâcher la grappe. C'est vraiment l'expression aussi que j'utilise le plus. Hem Après, deuxième conseil et pareil, je l'ai dit tout à l'heure, c'est, de se dire qu'en fait, les autres, c'est pas forcément mieux non plus. On ne sait pas leur vie, on ne sait pas leur contexte, on ne sait pas comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils sont comme ci ou comme ça et c'est vraiment de se dire, l'autre n'est pas forcément mieux ou moins bien, juste, chacun, avance à son même, rythme, enfin à son propre rythme, pardon et selon sa propre image, sa propre vie et aussi son propre objectif. Pareil, sur une course ou dans un projet, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs ou tout le monde ne va pas vouloir valider, de la même chose ou maîtriser la même chose. Donc le but, c'est de, bah, encore une fois, de se lâcher la grappe. Je pense que à chaque fois, ça va être ça mes conseils et 3e conseil pour un petit peu gérer, son mental ou autre, 3e hem conseil, rendez-vous avec Héloïse. Vous pouvez me contacter à contact@heloise-rectarec.fr. Bah, ouais, en fait, 3e conseil, c'est effectivement d'aller explorer un petit peu plus son mental, tout simplement. Déjà pour, dans un premier temps, se connaître, parce que être en connaissance de soi, je pense que c'est le plus important et c'est ce qu'on peut, «s'offrir de mieux» entre guillemets. Hem et pouvoir aussi, parler, mais pas forcément de problèmes ou autre. Tout n'est pas toujours, problème ou difficulté. C'est aussi de se dire, «Ah bah, j'ai fait ça, je suis fière de moi, point», voilà et de se dire que je l'ai partagé avec quelqu'un et donc d'être accompagné sur le plan mental, c'est vrai que ça pourrait être, mon 3e conseil, que ce soit un psy, que ce soit,
un coach, un préparateur mental, peu importe, mais quelqu'un qui a vraiment cet aspect, neutre, donc pas forcément un ami ou la famille ou autre, qui a cet aspect où, il est là pour vous accompagner, pour vous faire évoluer, vous faire rendre compte de plein de choses, vous faire prendre conscience de plein de choses et voilà, mes 3 conseils. Et justement, si les personnes, elles veulent prendre rendez-vous avec toi ou en découvrir plus, comment elles peuvent te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur, Instagram, mon compte c'est donc Héloïse, Thérèque, T-E-2-R-E-C, à la fin. Et sinon par mail à contact@héloïse-du-6, thérèque.fr, tout simplement. On mettra toutes tes coordonnées dans la description. En Ce tout sera cas, plus simple. merci beaucoup Héloïse, c'était vraiment, passionnant. Je pense qu'on a vraiment distillé plusieurs petits conseils. J'espère qu'on a peut-être planté quelques graines. On a, voilà, survolé plusieurs sujets, mais vous savez quoi faire si vous voulez rentrer plus en détail. Ouais, exactement. Merci pour l'invitation et effectivement, même si c'est pas pour prendre rendez-vous ou autre, ou qu'il y a une notion que j'ai pu aborder, n'hésitez pas par, message ou par mail. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai et pourquoi pas, à bientôt pour d'autres conseils.